Amis du jour, bonjour, je vous ai manqué? Si je vous dis point commun, il y a peu de chances que vous me répondiez télescope spatial, méduse, longueur d'onde et manipulation. Et pourtant, bienvenue dans Random Analyse. Vous avez été très nombreux à me proposer des univers pour Random Analyse et je vous en remercie. Cette fois-ci, j'ai choisi la proposition de Cascadulia, on va donc parler de Trigun. Trigun est un manga écrit et dessiné par Yasuhiro Naito, publié entre 1996 et 1997. Il a par la suite été adapté en animé par les studios Madhouse. Si vous vous demandez si c'est du bon, je peux juste vous dire que c'est eux qui sont à l'origine, entre autres, de ces 3 petits animés qui ont eu un succès modeste dans les sphères de connaisseurs. Autant dire que c'est génial. D'ailleurs, j'ai précisé tout de suite que j'ai pas lu le manga, hein. Ouais, je sais, c'est mal. Mais je vais donc me baser sur l'animé. Il est donc probable qu'un fait que j'explique l'ait été dans le manga d'une autre manière, ou même que je parle d'événements qui ne s'y produisent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de Trigun est celle de Vash the Stampede, un hors-la-loi dans un monde post-apo aux allures de western, qui essaie simplement de vivre sa vie tranquillement, alors que tout le monde veut sa tête pour la récompense qu'elle peut leur apporter. Il sera accompagné entre autres par 2 agents d'une boîte d'assurance qui cherchent à limiter les dégâts qu'il cause sur son passage, et par le prêtre le plus badass du monde. Ce personnage est génial. Ça y est, j'ai perdu toute objectivité pour le reste de cette chronique. Je l'aime, putain. Là, vous vous dites certainement que cette intro est beaucoup trop longue et qu'il faudrait que je vous dise quel phénomène je vais décrire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à expliquer et que faire un choix entre tout ça est ma foi bien compliqué. J'ai donc décidé de décrire non pas 1, mais 5 faits étranges de Trigun, du moins au plus probable. Let's go! Numéro 5, éviter les balles. Un des moyens simples pour rendre un héros badass, c'est de lui faire éviter les balles, ce qui est le cas de Vash. Comment c'est possible? Eh ben nous allons voir ça tout de suite. D'abord, il nous faut connaître la vitesse d'une balle. Selon les armes et les calibres, elle peut varier de 180 mètres par seconde à 1500 mètres par seconde. Or, dans l'univers post-apo de Trigun, on a tout type d'armes, on peut donc utiliser ces 2 extrêmes pour nos calculs. Pour éviter une balle, les 3 étapes vont être de la voir, analyser sa direction et bouger en conséquence. Le premier moment où Vash va pouvoir analyser la direction est quand la balle sort du canon. Pourquoi pas avant en se basant sur l'orientation de l'arme? Ça, n'importe quelle personne ayant déjà tiré à la carabine ou simplement joué à un FPS le sait. Lorsqu'on appuie sur la détente, la contraction du doigt, l'explosion qui permet de propulser la balle et plusieurs autres facteurs viennent dévier la direction du tir par rapport à la visée, ne serait-ce que de quelques degrés. Vash commence donc le processus d'esquive au moment du tir. L'image de la balle va parvenir à son œil sous forme de lumière de manière quasi instantanée, pas besoin de calculer le temps. Une fois captée par la rétine, cette information va être transmise au cerveau via le nerf optique en 50 millisecondes. Se produit ensuite le processus de traitement de l'information et l'élaboration de la réponse, qui dure au minimum 150 millisecondes. Puis le cerveau envoie un ordre aux muscles, qui vont exécuter la réponse motrice en 70 millisecondes. Le temps de réaction est donc de 270 millisecondes dans le meilleur des cas. Or pour cette durée, les balles auront parcouru entre 48,6 et 405 mètres selon leur vitesse. Il est donc impossible pour un être humain, même au réflexe exceptionnel, d'éviter les balles tirées à 3 mètres de lui. Ce qui nous amène au 4e point. Vash n'est pas humain. Numéro 4, être immortel. En effet, au fur et à mesure de l'intrigue, on apprend que Vash n'a rien d'un être humain. Il a l'apparence d'un mec qui dépasse pas la trentaine et pourtant il a 107 ans. En gros, il ne vieillit pas. Et je ne pense pas vous surprendre en vous disant que dans le règne animal, il existe des bestioles ayant cette même capacité. Déjà, on va expliquer le vieillissement de manière très schématique. Lorsqu'une cellule se divise, les chromosomes perdent à chaque fois une courte partie de leurs extrémités, appelées télomères. Au bout d'un grand nombre de divisions, il n'y a plus de télomères, la cellule meurt et n'est plus capable de se renouveler. C'est à cause de ce phénomène que l'on vieillit. Maintenant, si on s'intéresse à la méduse Turritopsis nutricula, on se rend compte que ces télomères se reconstituent. En effet, elle possède une enzyme, la télomérase, qui est capable de rallonger les télomères qui ont été altérés par la division cellulaire. La conséquence est que ces méduses sont immortelles, du moins elles ne peuvent pas mourir de vieillesse. On peut donc supposer que Vash exprime une télomérase, ce qui empêche son vieillissement. Cette théorie semble bonne, alors pourquoi est-elle seulement en 4e position? Est-elle si improbable? Oui, plutôt, car chez l'être humain, quand une cellule censée vieillir exprime une télomérase active, ça s'appelle une tumeur. C'est une des caractéristiques des cancers. Les cellules étant immortelles, elles peuvent se multiplier à l'infini et causer d'énormes dégâts. Donc Vash immortel, ouais, mais pas pour longtemps. Numéro 3, une planète avec 2 soleils. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, la planète sur laquelle se passe cette aventure orbite autour de 2 soleils. Manière subtile de l'auteur de nous signifier que ça se passe pas sur Terre! Je suis sûr que vous avez un ami qui ramène sa science à chaque occasion, pour mes potes c'est moi, et qui là vous dit « Non mais tu vois c'est pas possible, parce que 2 étoiles vont s'attirer et entrer en collision, elles peuvent pas rester séparées tu vois ». Donc vous allez l'inviter à faire des recherches avant de dire des conneries, parce que ça existe.
On appelle ça un système stellaire binaire, parmi eux on peut compter Sirius, Beta Cygni ou le système Tattoo dont est originaire Anakin Skywalker. Le système qui nous intéresse aujourd'hui est le système Kepler-16. Il est situé dans la constellation du Cygne et possède 2 étoiles, Kepler-16a et Kepler-16b. Pour l'originalité des noms, on repassera. Ce système présente une particularité, c'est la planète Kepler-16b, petit b cette fois, découverte par le télescope spatial Kepler le 15 septembre 2011. Or, elle se trouve dans la zone habitable de ces étoiles, soit l'endroit de son système où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. La vie serait donc possible sur Kepler-16b? Non. Enfin, peu probable parce que c'est une planète gazeuse, comme Jupiter ou Saturne, donc sa surface n'a rien d'accueillant. Donc la planète a 2 soleils qui hébergent la vie, possible, mais pas encore découverte. Numéro 2, annulation des tirs. Attention, là je vais parler du climax de l'anime. Mais bon, il est sorti il y a presque 20 ans quoi, donc les spoilers, il y a prescription. Le combat final est contre le grand méchant Nice, le frère de Vache, qui est lui aussi une méduse immortelle qui évite les balles. Lors de cet affrontement, les 2 adversaires se tirent dessus avec des putains de lasers de la mort trop stylés, j'en veux un maman. Alors forcément, moi je suis comme tout le monde. Quand je vois qu'ils vont se tirer l'un sur l'autre, je me dis « Ouais, trop cool, ça va faire une explosion malade, genre Genkidama, plus 5 grenades, plus Mind Turtle !» Mais non, il se passe rien. Ce résultat, au-delà d'être décevant pour le bourrin qui est en nous, est contre-intuitif. En effet, d'habitude, une collision frontale, ça fait pas rien. Alors pourquoi? La réponse est simple, ce sont des lasers, donc de la lumière, donc des ondes. Mais qu'est-ce que c'est quoi dis donc qu'une onde? Bah c'est une énergie qui se propage, et ça ressemble à ça, une vague. Elle se caractérise par son amplitude, c'est-à-dire la hauteur des pics, et sa longueur d'onde, c'est-à-dire l'espace entre 2 pics. Alors ouais, je simplifie à mort, mais je vais pas ressortir les cours de physique parce que sinon ça va tous nous saouler. Fuck you, science! Bon, le truc c'est que si vous prenez 2 ondes de même longueur d'onde et que vous les superposez, leur amplitude s'additionne. Par exemple, si on a une concordance, les 2 ondes sont superposables parfaitement, elles vont donc donner une seule onde, mais d'amplitude doublée. L'exact opposé, c'est l'opposition de phase. Le moment où l'amplitude est maximale pour une, elle est minimale pour l'autre. Pour peu que les amplitudes de ces 2 ondes soient les mêmes, on additionne plus 1 et moins 1, on finit donc par une onde dont l'amplitude est 0. Donc, pas d'onde, donc du rien. On peut supposer que c'est cette situation qui apparaît dans le combat entre Vache et Knives, ce qui permet à l'anime d'éviter le cliché de l'attaque surpuissante, qui met fin au combat et de nous offrir une véritable confrontation. Bon, j'ai dit que je traiterais 5 points, du moins au plus probable, et celui-ci arrive en seconde place du top. La raison est simple, ce que je viens de vous exposer est incomplet. En effet, toute cette énergie sous forme de lumière doit bien aller quelque part et j'ai pas la moindre idée d'où. J'ai essayé de trouver des réponses, mais mon niveau en physique est insuffisant pour avoir un raisonnement clair dans ma tête. Donc si l'un de vous a la réponse, qu'il la partage dans les commentaires. On va donc passer au dernier point, ou plutôt au premier du classement. Mais qu'est-ce qui a bien pu dépasser l'affrontement final de la série? Quelle sera la chose qui les surpasse tous? C'est... Numéro 1, les arthropodes. Ouais, non, mais dit comme ça, c'est super décevant en fait. On la refait. Numéro 1, le contrôle mental des arthropodes à distance pour les utiliser pour la guerre! Voilà qui est mieux. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, je fais référence à l'affrontement de Vache et de ses potes contre Zazie, un gun guns. Non, pas cette photo-là, merci. Donc, un gun guns, je disais. En gros, c'est les boss intermédiaires avant Knives, un peu comme le commando Ginyu avant Freezer, mais sans les poses ultra stylées à ne pas reproduire chez vous dans votre salle de bain, parce que c'est un coup à se casser la gueule, je sais de quoi je parle. Revenons-en à Zazie, un gamin d'environ 10 ans qui se bat en contrôlant à distance des 1000 pattes géants avec de mauvaises intentions. Je répète, un gamin d'environ 10 ans qui se bat en contrôlant à distance des 1000 pattes géants avec de mauvaises intentions. Placez-le où vous voulez sur l'échelle du what the fuck. Utiliser les insectes à la guerre n'est pas une idée nouvelle. En effet, ces bestioles sont des vecteurs de maladies et peuvent ravager les cultures. Il est donc envisageable d'en lâcher chez l'ennemi et de le laisser se débrouiller avec. Mais ici on voit un tout autre concept. Zazie ne laisse pas l'insecte garder son comportement naturel, mais contrôle ses mouvements. Et si je vous disais que pour 100 $, vous pourriez vous aussi contrôler des insectes? Mais pour cela, je dois revenir sur Backyard Brains. C'est un projet lancé par 2 diplômés de l'université du Michigan qui souhaitaient vulgariser la neuroscience. Comment faire? En proposant à tous d'utiliser des machines qui permettent par exemple d'observer l'activité nerveuse dans une patte de cafard. Un objectif louable, puis c'est parti en couille, avec le Roboroach. Ce petit pack permet de contrôler les mouvements d'un cafard en lui coupant les antennes et en lui insérant 3 électrodes. En gros, si on envoie une impulsion dans le muscle dorsal, il avance, si on stimule l'antenne gauche, le cafard va sentir un obstacle et tourner à droite, pareil pour l'antenne droite. Tous ces contrôles peuvent se faire depuis un smartphone. Pourquoi je dis que c'est parti en couille? Parce que plein d'enfants ont acheté la machine et ont voulu jouer à mutiler leur propre cafard. Dans un projet d'étude de neurosciences, le Roboroach peut être très utile, mais je doute qu'un gosse de 8 ans achète ça pour étudier les potentiels d'action. Pour moi, c'est à partir de ce moment que Backyard Brains a décidé de se foutre l'éthique dans le fondement en créant une armée de gamins qui contrôlent à distance des cafards avec de mauvaises intentions.
Bon, la minute bonne conscience, c'est fait. Alors vous allez me dire que ok, on peut contrôler les insectes, mais c'est pas pour faire de la guerre. Dans ce cas-là, je n'ai qu'une seule réponse. La DARPA est une agence américaine de recherche et de développement pour un usage militaire. Elle est entre autres à l'origine d'ARPANET, qui donnera plus tard Internet, donc c'est pas des guignols les mecs. Ils se sont dit qu'avoir des machines volantes de la taille d'un insecte équipées de caméras ou de micros serait très utile pour l'espionnage, le repérage, etc. Le problème est que le vol à cette échelle est très compliqué, le moindre coup de vent devient un cataclysme. De plus, cette machine doit porter sa batterie en plus des caméras et c'est un poids non négligeable. Le résultat de ces recherches est la machine Delphi Micro qui a une autonomie de seulement 3 minutes. Pour vous donner une idée, c'est environ la moitié d'une batterie d'iPhone. Et puis les mecs se sont dit, mais putain, ça existe les trucs de la taille d'un insecte qui volent et qui peuvent tenir longtemps. Les insectes ? Ils ont donc lancé un appel chez les scientifiques pour créer des insectes cyborgs contrôlables. Ce à quoi Michel Maharbitz a répondu « Je vous ai compris !» Il a donc pris un scarabée, lui a implanté des électrodes de manière un peu similaire au Borage, lui a mis une caméra sur le dos et paf, c'est parti. Même si cette technologie n'est pas tout à fait au point, on voit que le contrôle d'insectes à but militaire n'est pas qu'un fantasme du manga Trigun, mais qu'il est bien en passe de devenir une réalité. Voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. Cet épisode sort alors qu'on vient de passer la barre des 1600 abonnés, l'équipe de Random Project tient à tous vous remercier. On remercie aussi WizGamers pour le partage, sans qui ça aurait pas été possible, et surtout MathPat et son émission Game Theory, dont est inspiré Random Analyse. Sinon le prochain sujet sera Tortank comme vous l'avez voté. Il y a d'ailleurs sur Twitter un indice sur les raisonnements que j'utiliserai dans cet épisode, et vous pouvez toujours mettre dans les commentaires un univers que vous souhaiteriez voir traité dans une prochaine émission. Je veux vous prévenir que cela sortira assez tard, en effet on va d'abord faire une chronique de Foodie et une archive geek. On tient aussi à s'excuser de l'espace entre deux vidéos, mais avec les études c'est pas facile à gérer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager ou mettre un pouce bleu, à nous suivre sur Twitter et Instagram, ou même à vous abonner si c'est pas encore le cas. A plus!